Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, on va tester le Huawei Ascend P6, qui est un terminal qui a été dévoilé après le P2, qui a été dévoilé courant juin, le 18 juin à Londres, la veille ou l'avant-veille d'annonce Samsung d'ailleurs. Donc vraiment, tout s'est passé en 2-3 jours. Et donc, c'est un terminal qui est haut de gamme. Au niveau du prix, c'est quand même, bon, c'est un peu moins de 400 €, donc je dirais oui, c'est du haut de gamme, mais c'est plutôt du haut de moyenne gamme, vous allez le constater tout au long de ce test. On va passer sur les specs, je vais parler rapidement des différences qu'il peut y avoir avec le P2, parce que je pense que c'est important de le mentionner, et pour essayer d'un peu de clarifier la situation, parce que c'est pas forcément évident. Donc on va passer d'abord par les specs. Donc le P6, c'est un terminal qui tourne sur Android 4.2.2, donc la toute dernière version Android, on va dire, en tout cas connue, et qui fonctionne avec la surcouche Emotion UI de Huawei en version 1.6. C'est un terminal qui est HSDPA, donc qui est uniquement 3G+, et ça c'est important de le noter. Il n'est pas H+, et il n'est pas 4G, contrairement au P2. Donc à la limite, bon, je liste les specs et je vous donne les différences avec le P2. Le P2, il est 4G catégorie 4, donc il y a vraiment un gros gap entre les deux d'un point de vue connectivité là-dessus. Par contre, Huawei a spécifié qu'il y aurait un P6 4G qui sortirait plus tard, mais bon, c'est un peu une stratégie un peu étrange, c'est dommage. On a un écran 4.7 pouces ici, en 720 par 1280, ça nous fait du 312 ppi. C'est pas ultra élevé, mais c'est suffisant, et vous allez le voir, l'écran est quand même très bien. C'est du IPS+. On a 8 Go sur le papier de mémoire interne. En réalité, pour l'utilisateur, vous en avez que 4,7 Go, ce qui est vraiment pas grand chose. Sur le P2, à titre de comparaison, vous en avez 16. Ça équivaut à mon avis à 12 Go par exemple, à peu près pour l'utilisateur. Donc il y a quand même une grosse différence ici. Par contre, vous pouvez mettre une carte micro SD sur le côté ici, jusqu'à 32 Go en plus, pour vos fichiers, pour certaines applications, pour les photos et vidéos, quand vous les capturez, ça peut être pratique. Donc je pense que sur cet appareil là, la base c'est, bon, va falloir quand même s'acheter à mon avis une micro SD. Vous avez un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED juste ici. Il filme en 1080p, 30 fps, et une caméra frontale de 5 mégapixels qui filme en 720p. Ça c'est intéressant, les 5 mégapixels, c'est pas forcément vital, mais ça veut dire que vous allez pouvoir prendre des photos en frontale qui sont pas ridicules en termes de définition, ce qui est plutôt intéressant. On a un processeur quad-core 1,5 GHz de chez Huawei, ça c'est important de le noter. En fait, on a le même processeur que le P2, c'est le K3V2. Ce qui permet, alors c'est pas exactement le même puisque sur celui-là on n'a pas la 4G, enfin sur le chipset, en fait il y a le CPU et après il y a le chipset entier, et en fait le chipset c'est un chipset Huawei. Sur le P2 on a une puce 4G, et là sur celui-ci on ne l'a pas, donc c'est une variante de ce type là, et on a 2000 mAh côté batterie, 2 Go de RAM. C'est un appareil qui est proposé en noir, donc celui-ci, en blanc également, et également en rose, mais plus difficile à trouver, il sortira un peu plus tard, j'ai pas de date là réellement, mais bon, c'est un peu plus particulier ensuite le rose. Il fait 6,2 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment pas grand chose, hein. C'est un des appareils les plus fins sur le marché, avec un écran 720 par 1280. Voilà, ça fait partie de ces éléments-là, et il est également très léger, 120 grammes uniquement, et ça c'est plutôt sympa. Côté prix, donc je vous le disais, c'est 380 €, 400 € nu, c'est pas forcément élevé, ce qui est sympa par rapport au spec que je viens de vous raconter. Et actuellement avec forfait, il n'y a pas d'offre encore, puisque c'est un appareil qui est très récent, donc je peux pas vous en parler. Je pense que c'est le genre de terminal qui pourra se retrouver à... je sais pas, peut-être 50 € au début, un truc comme ça, je sais pas, ça va dépendre des forfaits. Mais 400 € nus, potentiellement ça peut taper le 1 € avec une ODR assez rapidement, donc voilà, si ça vous intéresse. On va faire le tour du design de l'appareil, et ensuite on va peut-être... Allez, attendez, on va déballer cette jolie petite boîte, parce que je la trouve sympa, l'appareil a été là, bien sûr. Hop, on a quelques petits... Allez, on va tout balancer. Quelques petites boîtes, qui c'est pas passionnant, mais on a des écouteurs, normalement c'est les écouteurs ici, ces écouteurs de base, qui sont là plus pour dire il faut des écouteurs, c'est la loi,
Et un kit main libre, où je suis en train de péter la boîte, moi, avec une grosse ongle. Attendez. Ah, c'était de l'autre côté. Voilà. Désolé. Câble USB, micro USB ici, qui ressemble un peu à ce qu'on trouve chez Apple, mais c'est bon, c'est parce que c'est blanc, mais en soi, ça change pas grand-chose. Au fond, on a, bon, bref, on a le bloc chargeur qui est coincé au fond, et on a un dernier petit truc qui vaut la peine, je pense, c'est une protection en ce qui semble être silicone, je pense, bon, c'est du plastique, quoi. Je vais dégager tout ça. Voilà. Protection en silicone, ouais, ça ressemble un peu à ces espèces de trucs siliconés. C'est le genre de protection, moi, personnellement, que j'aime beaucoup, parce que c'est pas très épais, c'est pratique, et ça protège, tout simplement. Et donc, comment ça marche? Bah, elle est fournie dans la boîte, ce qui est quand même sympathique. Alors, j'admets que j'ai un doute sur le marché français. J'ai pas pris le temps de vérifier. Normalement, ça, la boîte que j'ai reçue, c'est la boîte normalement pour le marché français, c'est même sûr. Maintenant, c'est pas exclu qu'il y ait certains vendeurs qui proposent pas. Ça dépend si Huawei a décidé vraiment que cette boîte, c'était la boîte de base pour tous les terminaux P6. Je pense que c'est le cas, et je l'espère. Et auquel cas, bah voilà, vous aurez droit à cette jolie petite protection mat. Qui est bien, voilà, on va pas passer 3 heures là-dessus, hein. Mais moi je trouve que c'est une délicate attention, on va dire ça comme ça, de la part de Huawei de nous proposer cette protection. Alors, cet appareil-là, on l'avait découvert hein, quand on était allé à la conférence Huawei. C'est un terminal avec un design qui est franchement sympa, en aluminium, enfin c'est, voilà, finition métal et avec un côté alu brossé à l'arrière. On va zoomer un peu et on va regarder plus en détail le design. En haut, on a la caméra frontale 5 mégapixels, la sortie audio, quelques capteurs bien entendu. Ici, on a le logo Huawei et les touches en fait sont tactiles, hein. Vous allez le voir, le bas là est arrondi. C'est important de le noter parce que c'est le seul élément qui est réellement comme ça. Hop, voilà. Sur la droite, ça ressemble beaucoup à un iPhone 4, 4S. Un peu au 5 également. Bien entendu, c'est des choses qu'on avait vues lors des différentes fuites, tout le monde disait que ça ressemblait beaucoup à un iPhone. À vous de voir, peu importe, j'ai envie de dire, je vais pas m'attarder là-dessus. Il y a une ressemblance effectivement côté design, mais ça se ressent par une bonne prise en main au final, et moi je pense que globalement c'est positif pour le produit, donc je vais pas, voilà, on va pas désigner ça comme un point négatif, parce que c'est pas non plus ultra flagrant, enfin ça se voit là sur les côtés, mais de face, bon, c'est un terminal lambda quoi. Ok, donc on a la touche on-off, verrouiller, déverrouiller. Si j'arrive à faire le focus, il est tellement fin que la caméra a du mal. Voilà, en haut, déverrouiller, verrouiller, déverrouiller. Ensuite, la touche de volume. Ensuite, deux caches de tiroir, carte SIM, donc c'est de la micro SIM. Et ensuite, la micro SD. Donc ça, c'est pas mal fait. On n'a rien sur ce côté-là, à part un truc que je vais vous montrer. Micro USB et un petit micro. Et là, ici, c'est le jack. Alors, il est caché, vous allez me dire par quoi? Par ce petit truc qui est pas facile à enlever parce que moi j'ai des ongles. Voilà, toi tu vas rouler assez loin. Ah, tu reviens ici. Ça, donc c'est dedans. C'est un petit truc que vous allez sûrement perdre parce que je vois pas comment vous pouvez pas le perdre. Et donc ça c'est le jack qui est en bas. C'est certes un positionnement un peu étrange, mais ça va, cet outil-là en fait va vous permettre d'aller ouvrir les tiroirs ici. Voilà, ici et ici. Et donc ça c'est quand même pas mal. Encore une fois, une délicate attention de la part de Huawei. À l'arrière, on a le côté alu brossé ici en noir qui rentre très bien. La coque n'est pas amovible. On a l'appareil photo, le flash LED et le haut-parleur qui est juste ici. Et c'est tout, c'est tout. Côté prise en main, bah écoutez, moi je trouve qu'il s'en sort super bien parce que c'est... Il a un écran 4.7 pouces avec des bordures fines, enfin relativement fines, donc ça rentre bien en main, il est quand même tout en hauteur. La touche ici on-off sur le pouce, personnellement c'est la position que je préfère, donc peut-être que je suis pas forcément objectif, mais je trouve que c'est quand même le mieux. Aller chercher là-haut sur du 4.7 pouces c'est pénible, non, ici c'est vraiment bien, et les touches sont bonnes, hein, c'est de la bonne qualité on va dire. Les finitions sont excellentes, sincèrement, c'est 120 grammes plus l'aluminium, je sais pas exactement, c'est de l'alu et différents métaux je pense, mais essentiellement de l'alu vu le poids.
et alu vert, plus le côté fin, plus le côté, voilà, le design vraiment premium sur les touches, ça fait que concrètement, l'appareil a une excellente ergonomie, une bonne sensation en main, on a l'impression d'avoir un... En fait, on a l'impression un peu d'avoir un iPhone 5 en main, mais plus fin, avec un plus grand écran, et en même temps, on n'a pas ce côté ultra fragile de l'iPhone. Je sais pas, moi, quand j'ai un iPhone en main, j'ai peur de le laisser tomber. Là, celui-là, bon, j'ai pas non plus envie de le laisser tomber. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit truc. Mais je sais pas, j'ai moins peur. Je sais, c'est bon, c'est juste du feeling. Alors, je vais vous montrer un truc. C'est pas moi qui l'ai fait tomber. Je tiens à le signaler parce que c'est vrai. C'est des appareils qui circulent pas mal. Et là, vous voyez l'aluminium. Un des problèmes, vous le voyez juste ici, c'est que ça se raye pas. Ça marque, c'est-à-dire que ça enlève de la matière dans l'aluminium. Vous faites tomber l'iPhone 5, vous faites tomber celui-là, vous allez perdre des morceaux de votre téléphone. C'est quand même quelque chose de tragique. Et là, voilà, on le voit ici et ça se voit pas mal. Et d'ailleurs, vous avez vu, il y a des légers chanfreins traités sûrement au diamant ou je sais pas quoi, comme chez Apple et comme chez HTC. Alors, pour terminer cette prise en main design, je vais quand même vous montrer ce que vaut le P6 en termes de design par rapport à un HTC One. 4.7 pouces, parfait. La comparaison idéale, on va dire. À sa droite, je vais positionner un Xperia Z. Pour l'instant, on est qu'en noir, donc c'est idéal. Et sur la droite, et je vais les pousser, un Galaxy S4 à l'envers. Non, à l'endroit, c'est mieux. Ok, donc juste très rapidement, vous voyez, voilà, on a deux écrans de la même taille, ici, de même dimension. On est en 4.7 pouces, ça se voit d'ailleurs dans la diagonale quand je les positionne l'un à côté de l'autre. Ça match à peu près, ouais, c'est ça. Et pourtant, voilà, on a un One qui est quand même bien plus conséquent. On a ça de différence, vous voyez. C'est quand même pas rien. En termes de largeur, pareil, là c'est plus discret. Un poil plus large, par contre, bien sûr, le One est plus épais. Hein. Plus épais et plus lourd également. Du coup, moi, l'ergonomie, je préfère celle du P6 aussi parce qu'il y a un affreux bouton on-off verrouillé, déverrouillé sur le One. Donc ça, c'est pour le One. Il y a beaucoup de gens qui disent aussi, il ressemble beaucoup au Xperia Z. C'est vrai que de face, bah, la face avant comme ça, avec les zones noires, c'est très classique, mais ça ressemble pas mal à ça. Et puis le côté carré aussi un petit peu. Pardon. Donc là-dessus, on a du 5 pouces hein, sur le Xperia Z. Donc la comparaison n'est pas forcément judicieuse. Mais on se retrouve avec ça, voilà, quand même pas mal d'épaisseur en plus sur le Z, enfin d'épaisseur, de largeur, côté épaisseur un poil plus hein, quand même bien sûr, et puis en hauteur, bon là par contre ouais, c'est aussi flagrant, voilà ça donne à peu près ça, on a ça ici, par contre c'est vrai qu'on a le Z qui est certifié IP, ce qui est quand même sympa, celui-là bien sûr ne l'est pas, et puis dans un genre tout à fait différent, simili aluminium, on sent qu'il aimerait bien être en alu, mais il veut visiblement pas encore, le flagship de chez Samsung, avec deux designs là complètement différents, ce côté un peu bling bling brillant, là on l'a pas vraiment, un petit peu quand même avec les tranches, mais ça fait plus Apple ou HTC, à la limite en termes d'esprit. Côté taille, bon on n'a pas la même taille d'écran également ici, hein, sur le S4 c'est du 5 pouces, on a voilà ici, toc, un petit peu plus au niveau de la largeur également, enfin bon. Donc ça c'était pour voir à peu près ce que ça donnait par rapport au design face à des flagships comme cela. Pourquoi? Parce que au final le P6, même si c'est 400 €, même si c'est plutôt moyenne gamme, bah au final moi je trouve qu'il est assez proche. J'ai parlé du P2 au début et je vais juste refaire une petite aparté là-dessus, mais on a parlé des specs qui ont quelques différences. Par rapport au P2, il y a un truc qui est important aussi, c'est que celui-là en fait est censé être le fleuron côté design, côté voilà le côté style, mode, etc. avec son aspect, enfin avec l'aluminium, etc., etc. Celui-là c'est plus le style et le P2 c'est plus la puissance puisqu'on a le même processeur mais avec cette 4G catégorie 4, on a a priori une meilleure performance globale à tester. On l'a pas encore testé. Même s'il a été annoncé avant, on va le tester, vous inquiétez pas. Et donc voilà, c'est d'un point de vue marketing, le P2 va être mis en avant pour son côté puissant, rapide, et celui-là plus pour son design, bien sûr sa puissance, sa rapidité, etc. Mais surtout pour son design. Il y a autre chose à savoir, je pense l'avoir mentionné, mais le P2 possède un appareil photo 13 mégapixels, là c'est du 8,
Et au niveau de la batterie sur le P2, on a du 2420 mAh, alors que là on a du 2000. Donc voilà, c'est quelques éléments comme ça. Alors, on va passer dans l'interface. Et c'est pas la première fois qu'on teste un appareil Huawei. Mais celui-ci possède voilà, la surcouche Emotion UI dans sa dernière version 1.6 et qui est quand même sympa. Donc on va s'attarder un petit peu. On a Unlock ici, appareil photo ici, un écran de déverrouillage assez classique. Et ensuite on a ces fameux écrans Huawei. Alors pour rappel, chez Huawei, il n'y a pas de menu principal. Tout se passe sur l'écran d'accueil. Vous avez des widgets qui s'affichent de cette façon-là. Et là, vous avez des icônes qui s'affichent. Alors ça, on est à l'habitude aussi sur les terminaux Android d'avoir des icônes qui s'affichent quand on installe les applications. Vous pouvez activer ou non cette fonctionnalité dans le Play Store. Mais ici, c'est par défaut et vous ne pouvez pas l'annuler parce que de toute façon, il n'y a pas de fonctionnalité de type menu principal. Il n'y a pas d'option de menu. En fait, tout se situe ici. Mais vous pouvez également mettre des widgets, bien sûr. Hein. Ça se transforme pas en menu. En fait, c'est vraiment un écran d'accueil avec plusieurs pages et vous pouvez ensuite mettre des widgets, vous avez vos icônes qui s'affichent et ce qui est important sur le P6 et comme même sur le P2, hein, c'est de s'amuser en fait à faire des dossiers quoi, parce que si vous faites pas de dossier, vous allez vous retrouver avec des icônes dans tous les sens sur vos pages d'accueil, ça va pas forcément être terrible. Alors on va commencer par ici, vous avez le tiroir des notifications avec bien sûr les notifications qui s'affichent et tout en haut ces fameux contenus, ces fameux raccourcis accès rapide vers différentes fonctionnalités, notamment les profils. Voilà, ça c'est plutôt bien, ça c'est une fonctionnalité du P6 avec différents profils que vous pouvez activer en faisant comme ça. C'est assez bien foutu l'histoire. Donc ça c'est chouette. Et hop, attendez. Et vous pouvez ensuite personnaliser cet écran en rajoutant d'autres éléments de cette façon-là. Donc ça c'est pour ce tiroir des notifications avec les raccourcis en accès rapide. Avant de continuer dans l'interface, désolé je reviens un tout petit peu en arrière, je voulais vous parler de l'écran. Donc on a du IPS+, c'est en 3, ça fait 312 ppi, on va zoomer un petit coup, hop. Ouh, pas trop non plus. Ça te va là? Voilà. Et on va regarder ce que ça donne, voilà, regarder sur des textes comme ça, c'est ce genre de choses. C'est quand même très très clair, hein. Il n'y a pas de problème, moi je trouve que ça rend très très bien, et 312 ppi c'est quelque chose de tout à fait honorable, et puis ensuite après, au niveau des angles de vue, bah, vous voyez à part voilà, la luminosité qui est altérée légèrement, ça c'est comme d'habitude, ça ne bouge pas vraiment, donc ça c'est plutôt bon aussi niveau angle de vue. On va du coup lancer très rapidement, juste pour finir sur l'écran, tant qu'à faire, hop, la galerie, vous inquiétez pas, on retourne dedans tout à l'heure. Voilà, et côté couleur, bah c'est juste, c'est plutôt fiable. Alors là, la caméra, ça rend un tout petit peu différent, là on voit que c'est bleu, mais à l'œil nu, c'est pas bleu du tout, donc ça c'est ma caméra qui déconne, désolé. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, côté noir, les noirs sont plutôt noir. Ah, désolé là avec les reflets. Attendez, je mets ma main là, vous allez rien voir. Mais ouais, on a des noirs qui sont plutôt profonds, des reflets qui se voient bien, mais là c'est parce que j'ai pas mal d'éclairage autour. Mais en extérieur, c'est pas trop mal. Pas trop mal. Donc voilà, globalement un écran qui est pas mal par sa densité de pixels, les couleurs, comment on dit, la fiabilité des couleurs, ce genre de choses, ça passe très bien. Ok, on revient sur l'écran d'accueil. On a appui prolongé, si j'y arrive. Oui. C'est pas tout à fait ça que je voulais faire. C'est pas grave, alors attendez, hop, appui prolongé, je vais le faire ici. On a ça, on peut personnaliser au niveau fond d'écran. Il y a un truc à savoir avec Huawei. Emotion UI possède une batterie d'éléments de personnalisation. C'est un des seuls constructeurs à le proposer. Il y en a d'autres, hein, comme Xiaomi. D'ailleurs, Emotion UI ressemble beaucoup à MIUI, hein, mais c'est assez proche quand même. Et moi j'aime bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est vrai que c'est assez proche. On peut changer les fonds d'écran ici, on peut secouer pour mélanger, enfin on secoue l'appareil, ça va changer le fond d'écran, changement aléatoire si vous voulez, toutes les 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc ça c'est plutôt fun. Ensuite on a changement des transitions, vous avez je pense vu les transitions qui s'affichaient, on peut les changer si on a envie, voilà, ça c'est pour le... C'est pas utile, mais c'est fun. Voilà, ensuite après on peut gérer les widgets ici avec l'agenda, bon tous vos widgets classiques. Il n'y a pas beaucoup de widgets Huawei à part là l'horloge.
Yes. Bon, bien sûr, il y a celui-là, je vais m'attarder un peu dessus. On a un widget agenda qui est sympa. Météo, je pense que c'est classique ça. Il y a la musique en plus ici. Et c'est à peu près tout. Et je voulais vous montrer du coup celui-là qui s'appelle le Mi Widget. Ça, c'est une des particularités des terminaux avec Emotion UI. C'est ce bloc composé de plusieurs widgets. Il est assez spécial, mais il permet en fait d'avoir quelque chose de compact, bien organisé, et avec avec normalement les options dont vous avez besoin au quotidien. Et ça se présente comme ça en fait. C'est une sorte de page d'accueil dans la page d'accueil avec un widget composé de widgets. C'est un peu Inception, mais c'est bien. Donc vous avez plusieurs widgets ici, vous pouvez les enlever. Et je vais enlever tout ça pour vous. Donc un bloc vide. Ensuite, je peux choisir les widgets que je veux mettre dedans. Alors vous n'en avez pas 150 000. Hein. Vous avez juste 2 widgets musicaux, l'heure, la météo et des widgets de contact ainsi que la galerie. Donc moi j'aime bien la météo et la musique et un ou deux contacts pour le fun. Et normalement là, la galerie par exemple ça va pas pouvoir passer. Normalement, ouais voilà. J'ai pas assez de place. Je vais voir si lui il peut passer là, comme ça j'ai deux au cas où, hein, j'ai deux widgets de musicaux, voilà, ça donne ça du coup, donc ça c'est plutôt sympa. C'est dommage qu'on puisse pas enlever la recherche Google. Est-ce qu'on peut l'enlever? Ah yes. On peut l'enlever. Et est-ce que du coup, je peux mettre plus? Non. Bon bref, voilà, en bas vous pouvez mettre quelques icônes et la recherche Google ou un widget long. Les widgets ici sont sympas, ils sont plutôt réussis, ils ont une bonne tête je trouve. Là vous pouvez mettre des contacts en accès rapide, vous appuyez dessus, ensuite vous avez cette fiche qui s'affiche. Bon, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire ici. Ce widget là il est sympa au niveau de l'heure, vous avez les secondes qui défilent autour. Je réfléchis à ce que j'ai potentiellement oublié et du coup je vais aller dans les paramètres. Alors les paramètres sont présentés de deux façons différentes. Vous avez ici les paramètres généraux, en fait c'est pas mal, ils vous ont sélectionné toute une liste de paramètres que vous utilisez normalement les plus souvent, et ils vous les présentent ici. Donc le Wi-Fi, Bluetooth, etc., fond d'écran, taille de la typo, sonnerie de notification, verrouillage de l'écran, ok, et ensuite après, oups, non, le Wi-Fi j'en ai besoin pour ce test s'il vous plaît. Et ensuite tout, on a différentes catégories, et là c'est plus classique on va dire. D'ailleurs, hop, je vais vous montrer le numéro de la version rapidement, voilà, 4.2.2, c'est un des seuls à proposer aussi, par exemple la RAM, la mémoire du téléphone, le processeur, c'est assez marrant d'ailleurs. Voilà, et vous avez un mode gant, alors ça j'ai oublié d'en parler, heureusement que je passe dedans, mais écran 4.7 pouces avec un mode gant, donc vous l'activez, ça active une super sensibilité, vous pouvez l'utiliser avec des gants, ça c'est plutôt chouette. Date, panneau de notification. Ça, je vais vous montrer après aussi. Vous avez des modes de sécurité assez, assez renforcés. On verra ça un peu après. Je regarde juste s'il y a d'autres choses. Niveau stockage, je vous ai dit, hein, 4.7 disponible pour l'utilisateur. Et bah, c'est tout. Hein. C'est à peu près tout. Je regarde juste ici. Ah, ça c'est pas mal. Température de couleur qu'on peut changer. Donc par défaut, c'est plutôt bien. D'ailleurs, moi je vous conseille pas forcément d'y toucher. Mais si vous avez plus ou moins d'envie, vous pouvez changer ça. C'est à peu près tout. Ouais. Écran de veille interactif que vous pouvez activer. Normalement, il y a un truc. Non, 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 mais c'est tout. J'ai fait le tour ici. Voilà. Il y a un truc qui est inhérent en fait à tout ce qui est accueil, etc., mais qui est là, c'est les thèmes. Donc vous pouvez changer le thème. Vous pouvez également personnaliser le thème actuel en prenant des éléments d'autres thèmes. Alors pour l'instant, j'ai pas de mode online. Là c'est local uniquement et je peux pas switcher et basculer en mode online. Je peux pas. Je sais plus comment on est censé pouvoir faire ça, mais j'ai pas réussi. Donc bon, peut-être c'est moi qui me trompe, mais il me semble que pour l'instant il n'y a pas de mode online, je sais pas. Et après il y a une boutique en ligne sur laquelle vous pouvez télécharger des thèmes et là ça devient sympa. Donc typiquement, bon, vous avez vu le thème que j'ai là maintenant, je prends celui-ci. Donc je peux visualiser à quoi ça ressemble, ouais, ça me paraît super, je peux l'appliquer de cette façon-là. Ça prend un petit peu de temps, hop, je reviens, et j'ai ce thème qui est appliqué avec des nouvelles icônes, etc. Au début c'était un tout petit peu lent. Donc un peu plus girly, ce serait parfait avec le P6 rose. Et après ce qui est bien, c'est que je peux personnaliser ici et dire ok, le style des icônes, je veux que ce soit le thème, le style de ces icônes là qui soit sur mon thème. Et là tout de suite ça va être un peu étrange peut-être. Ou
magnifique, je ne sais pas. C'est au choix. Je vais revenir sur un thème plus classique pour continuer ce test, c'est un peu plus simple. Mais voilà, vous avez ces fonctionnalités-là qui permettent de modifier, d'appliquer des thèmes, les modifier, voilà, et ça c'est vraiment sympa. Ok. J'avais juste l'impression que le fond d'écran était différent avant, mais c'est pas grave. D'ailleurs, normalement, si ça marche, voilà, je peux changer le fond d'écran. C'est bien mieux comme ça. Ensuite, on va passer par le web, on va faire comme d'habitude dans l'ordre ici. Ça, c'est le navigateur de base qu'on a depuis ICS, qui a un peu évolué, qui est sympa, mais c'est pas Chrome proposé par défaut, c'est pas grave, parce que vous pouvez le télécharger sur le Play Store. Donc on va s'attarder sur celui qui est proposé par défaut, parce que c'est celui que la plupart des utilisateurs vont avoir. Mais si vous n'aimez pas celui-là, vous pouvez très facilement installer Chrome. Système d'onglet, ici. Hop. Voilà. Désolé, mon Wi-Fi est un petit peu lent. Bon, là, ça va. Ça a fini par charger. Ok, hop. Je dézoome. C'est plutôt fluide, ça marche bien. On va charger un article. Hélas, c'est vrai qu'Internet est un petit peu lent là en ce moment chez moi. Je sais pas pourquoi. Et du coup, ça va être un peu compliqué de vous montrer. En tout cas, le web fonctionne bien. Mais c'est pas extrêmement fluide. C'est-à-dire que si, ça marche globalement bien, mais je m'attendais à mieux. C'est juste ça. Je m'attendais à un peu mieux. Et j'ai été un tout petit peu déçu des performances offertes, là, en tout cas sur le web. Je vais faire interrompre. Voilà. T'es sérieux? Bon. J'ai pas cliqué pourtant. Ça me les brise un peu ça. Bref, peu importe. Ah si, c'est bon. Allez, arrête-toi un peu. Là. Voilà, c'est bon, t'as chargé la page ou pas? Ouais, voilà, là ça, bon, il n'y a pas tous les éléments qui sont chargés. Mais c'est assez fluide, mais c'est pas non plus exceptionnel. Vous voyez, il y a des petits moments où ça va être plus fluide que d'autres et c'est pas une expérience qui est globalement toujours la même. Et ça, c'est très étrange, d'ailleurs. Voilà, ça va dépendre de son humeur. Et ça, c'est aujourd'hui sur un terminal de ce type de gamme et ce type de gabarit au niveau des specs, je trouve pas ça normal. Donc, ça va, mais je m'attendais à mieux. C'est ce que, en gros, pour résumer. L'appareil photo. Alors là, on a une interface qui est plutôt sympa, plutôt basique, mais réussie. On a différents modes, dont un mode qui qualifie de smart, un mode intelligent. C'est un petit peu comme chez Sony, qui propose un mode qui permet de deviner, enfin d'analyser la scène, entre guillemets, et de comprendre bah voilà, quels paramètres définir. Donc là, vous pouvez prendre une photo avec ce mode smart, vous pouvez afficher la photo. Voilà, ici. On a un mode unique, là, plus classique. Puis après, on a ici suivi d'objets, capture des sourires, toucher pour capturer, silencieux, étiquette GPS, donc ça c'est la géolocalisation. On a 8 mégapixels comme je vous disais, minuterie, ISO, balance des blancs, réglage de l'image avec quelques paramètres comme ça. Donc assez complet quand même hein, au final. Emplacement d'enregistrement de votre choix et rétablir les paramètres par défaut. Donc ça c'est plutôt sympa. Pas mal d'options là-dessus. Le menu est pas très joli, je trouve, il est très transparent, on le voit pas toujours très bien, notamment si c'est un peu sombre, j'arrive pas à vous montrer, mais c'est pas forcément évident. On a embellir, alors ça c'est une fonctionnalité qu'on a testée lors de la prise en main, que je veux pas vous montrer là, mais qui est un peu abusée, c'est-à-dire qu'en fait vous prenez une photo de quelqu'un, et vous voyez vous avez un curseur ici sur la droite, ils appellent ça niveau de qualité, alors bon... niveau de qualité, je trouve ça un peu étrange comme appellation, mais bon. Si vous êtes sur 0, ça prend une photo normale. Si vous êtes sur 5, ça va altérer légèrement. Et 10, ça va être le maximum. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça lisse la peau, ça diminue la taille du nez, ça fait grossir ou rétrécir les yeux. Et souvent, le résultat est un peu étrange. Si vous vous amusez à vous prendre en photo... Attendez, c'est pas drôle, je vais me prendre en photo, même si... Alors, je vais me prendre en photo avec le mode 10. Voilà, faites pas attention, il fait chaud, j'ai une tête fatiguée. Et voilà.
Et là, ouais, non, j'ai vraiment l'air fatigué. Et là, ça m'a pas... Non, ça s'est pas occupé de mon cas. Attendez, c'est bizarre, ça. Bon, enfin bon, l'idée, c'est... si on le voit là, si vous voyez un petit peu... ouais, vous voyez pas trop, forcément. Mais ça va lisser vachement la peau. Je le refais pour voir si c'est... Ah, voilà. Désolé. Ok, bon, mis à part le sourire étrange, en fait, il m'a fait... Regardez cet œil-là. Il est un peu bizarre. J'ai le nez qui a été rétréci. J'ai la mâchoire qui est plus fine également. J'ai l'air... je veux dire, je faisais déjà une tête modérément magnifique, on va dire. Mais là quand même, c'est abusé. En fait, ça vous altérer un peu le visage et ça va vous rendre... un petit peu alien sur les bords, c'est-à-dire que les yeux vont être globuleux, le nez va être rétréci, et en fait vous n'allez pas forcément vous reconnaître dans cette personne. Alors ça va dépendre de vous, hein. Après vous réglez le niveau d'intensité, mais globalement je trouve que c'est un peu exagéré comme fonctionnalité. Vous pouvez le mettre sur 2-3 si vous voulez juste lisser un peu la peau, ce genre de truc, mais si vous mettez sur 10, ça va complètement changer le visage de la personne, et c'est à la limite ça devient plus un jeu qu'un outil photo. Voilà, vous avez le flash ici, le mode frontal, je vais remettre en mode normal, et vous avez pas de zoom, enfin vous pouvez zoomer, voilà, de cette façon là, et si vous utilisez les boutons là, ça va prendre une photo. Donc ça c'est plutôt bien, moi j'aime bien ce genre de truc. Et ensuite côté vidéo ça marche comme ça, vous pouvez filmer bien sûr, mettre en pause, reprendre, stopper. Ici vous avez vidéo HDR, vous avez suivi d'objets qui marche assez bien, c'est pour le focus en fait. Si vous avez un gamin qui court devant vous et que, je sais pas, vous voulez garder forcément en focus l'enfant, bah vous appuyez dessus sur l'écran, et après normalement ça devrait garder le focus sur la personne qui se déplace ou sur un objet. Voilà, donc ça c'est pas mal. Stabilisateur d'image, tout ça c'est logiciel. Silencieux, blablabla, bon c'est à peu près tout. Pas grand chose à dire de plus, vous pouvez pas capturer de photos pendant que vous... Ouais, non, vous pouvez pas capturer de photos pendant que vous filmez, ça c'est étrange, c'est une fonctionnalité qui est devenue un peu standard, mais bon, c'est pas forcément un manque, hein. Moi personnellement, je crois que je l'utilise jamais vraiment sur mes appareils. La galerie qui a été altérée, qui a été changée plutôt, le terme est plus correct, avec album, date, lieu et contact. Alors contact, ça voilà, par exemple, il va m'avoir trouvé apparemment, et je peux m'ajouter un nom. Bon, vous connaissez ce genre de système, attendez, je vais le faire. Toc, je vais dire que moi c'est test mobile. Ensuite après, vous avez des effets, vous pouvez modifier la photo, mettre des effets. Voilà, pour que j'ai l'air encore plus fatigué, dépressif, c'est parfait. On va l'enregistrer. Et donc voilà, vous pouvez, comme chez Samsung, avoir des photos, taguer les visages, etc. Et retrouver ensuite vos photos en fonction des visages et des gens que vous voyez. Lieu, pareil, ça c'est le géotagage, hein, normal. Les dates, ensuite tri par mois. Bon, et les albums avec mes photos ici que vous pouvez regarder. Niveau photo, qualité photo vidéo, ça je le mettrai dans l'article écrit, et sur YouTube vous verrez ça. Et là, c'est pour visionner des photos. Donc l'écran est sympa, hein, donc bon, voilà, c'est plutôt réussi. J'attends juste de les faire toutes charger pour voir un peu. Voilà. C'est quand même assez réactif, le temps qu'elle charge. Et vous avez le partage classique, le DLNA qui est là-haut, bien entendu. Bon, voilà. Je pense que là-dessus, on a fait le tour. On va passer au lecteur musical, qui est plutôt sympa, qui est franchement original, je pense, en termes d'organisation des éléments. Donc vous avez un menu ici où vous pouvez rechercher et quitter. Ici, vous avez un système de playlist avec triste, heureux, serein et énergique. Donc ça va dépendre de votre humeur, ce que vous avez envie d'écouter. Vous pouvez déterminer des playlists et ensuite les choper rapidement. Je pensais au début que ça allait catégoriser mes morceaux, et je pense que c'est censé le faire, mais moi j'ai mis des morceaux et ça l'a pas fait. Je pense que si vous achetez par exemple une centaine de morceaux sur iTunes, ou en tout cas des morceaux très très bien identifiés, catégorisés, etc., je pense que ça peut marcher. Mais là, moi j'ai fait scanner les morceaux et il m'a identifié aucun style musical. En tout cas dans cette catégorie-là. Après là, vous pouvez lire tous vos morceaux, accéder à tous vos morceaux très rapidement de cette façon-là. Là, vous avez vos favoris, vos morceaux favoris que vous pouvez définir comme favoris. Je vous montrerai ça juste après. Bon, hop. Regardez ça, hein, c'est ce que vous mettez là comme ça. Voilà.
Et vous avez vu, vous pouvez appuyer direct sur play. Liste de lecture que vous pouvez créer et qui sont proposées là. Album, artiste. Alors bien sûr, là, c'est pas des onglets, c'est des options. Il faut appuyer dessus, revenir en arrière. Il y a beaucoup d'allers-retours. C'est pas extrêmement pratique, mais ça fonctionne bien. J'ai pas essayé en paysage ce que ça donne. Et ben, on a toutes les playlists là. Si je suis à album, est-ce qu'on a un truc sympa? Non, rien de spécial. Ok. Dossier, ça j'aime bien. Ça, franchement, c'est quelque chose de super. Vous pouvez accéder à vos dossiers. Il y a un truc à savoir. Si vous achetez l'appareil et que vous ne retrouvez pas vos morceaux, ne vous affolez pas. Vous allez dans paramètres, afficher dossier. Vous pouvez sélectionner les dossiers où il va aller chercher la musique. S'ils ne sont pas sélectionnés par défaut, il faut aller les cocher pour qu'il vous les affiche. Moi, au début, j'ai un peu paniqué. Voilà. C'était pas utile de paniquer. Ensuite, on va dans artiste. On va sélectionner un artiste qui nous plaît, comme Calvin Harris, très bien. Non, allez, on va changer. NoFX, ça c'est bien. Ok, là j'ai pas de pochette, j'aurais pu en avoir une. Il n'y a pas de système qui va chercher les pochettes, c'est pas grave, on va pas s'en plaindre. On a la pochette qui s'affiche en fond. Les paroles qui sont censées s'afficher là. Alors, j'ai cherché, j'ai scanné les morceaux, j'ai regardé un peu partout dans l'aide, j'ai pas trouvé comment afficher les paroles. Je pense qu'en scannant les fichiers, il est censé trouver les paroles si les paroles sont insérées dans le morceau, le fichier MP3 proprement parlé. J'ai pas l'impression qu'il y a un service en ligne, je peux me tromper, mais j'ai pas trouvé d'option. Donc là-dessus, les paroles, pour moi, c'est un peu gadget et ça va pas forcément marcher. Voilà, donc je sais pas trop là-dessus ce qui se passe. On peut mettre dans les favoris, on peut accéder à une petite option là, c'est bien, ils sont basés sur les directives de Google pour les menus là, donc je trouve ça, bon, c'est le seul endroit où c'est comme ça, mais c'est quand même bien. Ajouter à la playlist, etc., etc. Là, on a aléatoire, répétition, blablabla, et on va mettre à fond. Donc voilà, on peut défiler dans le morceau, très très classique. Et on va aller regarder, juste il y a ça aussi Dolby, actif, inactif, ça marche juste avec un casque ou des écouteurs. Ce morceau-là, il n'est pas en super bonne qualité, donc pour juger de la qualité des haut-parleurs, ça va pas être terrible. On va passer directement sur un morceau difficile pour lui. Vous avez l'occasion du coup de voir ce que ça donne avec une pochette en fond. J'ai l'impression quand même qu'avec le haut-parleur, le Dolby, ça a un effet qui n'est pas forcément positif d'après ce que j'entends. On va l'enlever. Bien sûr, vous avez la lecture ici. Voilà. Et ici, vous avez rien. Là, c'est étonnant d'ailleurs sur l'écran de déverrouillage. Peut-être que si vous avez une SIM, vous avez plus d'options. Ça arrive parfois que ce soit comme ça. Je voulais juste terminer avec un autre morceau pour finir. Ouais, alors avec le Dolby activé, le son est un peu étouffé, c'est ce que j'allais dire que le haut-parleur était un peu étouffé. C'est vrai que si vous mettez Dolby, le son est complètement étouffé, il n'y a pas trop de volume. Si vous l'enlevez, c'est pas forcément beaucoup mieux. Le son est moins étouffé, mais le volume est pas très élevé. Et globalement, ça sature pas mal, ça crache pas mal. Je trouve pas ça excellent. Le haut-parleur est un peu décevant. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est au niveau du volume aussi, hein, c'est pas... Ah, ça va, ok, ça va. Avec le Dolby activé, c'est pas terrible. Sans le Dolby activé, le son, le volume est, on va dire, moyen.
C'est pas énorme, mais c'est vrai que ça reste suffisant pour entendre, encore une fois, comme d'habitude, je le dis, hein, mais guidage GPS, ce genre de truc, normalement, vous devrez l'entendre sans trop de soucis. Vous avez les profils ici que vous pouvez gérer, profils dont l'accès est facilité là-haut, comme je vous montrais au début. Et là, ici, vous pouvez les gérer, dire en extérieur, le volume temps, luminosité temps, etc., etc. Bon, ça marche bien. C'est des petites fonctionnalités là qui sont comme ça, qui sont sympas. Il y a un truc que je voulais vous montrer niveau performance, parce que, par exemple, là, j'ai Google Maps. Alors, certes, c'est la nouvelle version. Et je pense que c'est une bêta. Ouais, je pense que c'est une bêta. Je sais pas où ça va être écrit, mais en tout cas, les performances sont vraiment pas terribles, quoi. Donc ça, je l'ai pas testé encore sur d'autres terminaux. Mais par exemple, là, vous voyez, c'est vraiment super saccadé. Et bon, c'est un peu dommage. Alors, côté email, vous avez ce client-là qui est le client de base, qui marche bien. D'après ce que j'ai vu, il n'y a pas trop de personnalisation. L'icône ici, peut-être l'espace un peu au milieu, géré. Je sais pas exactement ce que peuvent personnaliser les constructeurs, mais en tout cas, voilà, là c'est très très léger. Vous pouvez personnaliser plusieurs boîtes email, différentes provenances, comme d'habitude. Hein. Je pense que vous connaissez la musique. Et ou la chanson plutôt d'ailleurs, ça passe mieux. Et ensuite ici vous avez le nouveau, enfin le nouveau, il est plus vraiment nouveau, mais c'est Gmail en version 4.5 qui marche bien. Voilà, c'est à peu près tout. Donc côté email c'est classique. Ensuite on a horloge avec chronomètre, etc., etc. Des interfaces plutôt réussies je trouve, fidèles à ce qu'on trouve normalement chez Huawei. Voilà, c'est propre. Je sais pas, j'aime bien cet écran là par exemple avec ces petits trucs là. Enfin bref, c'est classique mais c'est joli. L'agenda, qui est plutôt chouette, avec des onglets là-haut qui ressemblent un peu à ce qu'on a dans la galerie, avec année, mois, semaine, jour, mon planning. Donc ça c'est les options classiques qu'on trouve dans l'agenda, mais présentées différemment. Donc là par exemple, voilà, vous rentrez là, vous avez les options ici, tout est bien organisé, bien géré, l'espace est propre, enfin tout est top. Et ça j'aime bien. Par contre regardez bien cette icône, et celle-là, c'est la même. Et oui, et pourtant c'est pas du tout le même. Ça c'est l'agenda de base dans Android qui est proposé aussi. Je sais pas pourquoi. C'est pas grave, mais, mais vous avez les deux. Donc voilà, vous avez le choix. C'est simplement que l'icône est exactement la même. Ouais, c'est bizarre. Un gestionnaire de fichiers ici. Vous avez deux jeux qui sont préinstallés. Riptide GP et CS machin Racing, ça c'est moi, pardon. Mais Riptide c'est préinstallé. D'ailleurs on le regardera à la fin pour voir un peu les performances. Ça fera plaisir à Huawei parce qu'en plus c'est un jeu qui est préinstallé dans lequel il y a des petites bannières Huawei, vous allez voir, c'est assez rigolo. Bref, installateur d'app qui facilite l'accès et la détection des APK sur la mémoire du téléphone pour les installer, c'est propre, c'est bien. Sauvegarde, mise à jour système qui est bien fait aussi puisque vous pouvez aller choper les mises à jour en ligne, en local ou via un lecteur USB, donc vous avez vraiment pas mal d'options là-dessus. Énergie, ça c'est une offre dans le cloud qui est proposée, bon pourquoi pas. Sync Cloud, synchronisation dans le cloud également. Côté énergie, vous avez pas mal de fonctionnalités qui sont offertes à vous. Alors, je pourrais parler autonomie maintenant, puisqu'on va pas tarder à passer sur la performance et à terminer, mais là, vous voyez, je suis à 45%. J'ai commencé le test, je pense que j'étais autour des 60, peut-être 59, quelque chose comme ça, je suis pas sûr. Il me dit que j'ai 10 heures restantes, mais c'est vraiment en laissant de côté sans trop y toucher. Concrètement, voilà, pour résumer, c'est un petit peu décevant niveau autonomie, c'est dans la moyenne, mais un petit peu en dessous. C'est-à-dire que vous, vous aurez une journée complète si vous l'utilisez pas trop, voilà, c'est comme d'habitude. Un peu plus d'une journée si vous l'utilisez vraiment pas du tout, mais une journée en utilisation classique, un peu d'email, un peu de téléphone, un peu de SMS, mais pas beaucoup plus. Si vous commencez à sortir les jeux vidéo et le GPS, par contre là, vous serez un petit peu déçu, puisqu'en fait, l'autonomie tombe rapidement. Alors juste un petit truc d'abord. Bon, je vais quand même peut-être passer où énergie, ouais. Vous avez un mode économie d'énergie que vous pouvez activer ici. Donc là, par exemple, j'ai cliqué là et ça m'a tué des applications en le fond. Il dit commande normale, j'en ai pour 9 heures. En mode intelligent, où voilà, il gère légèrement. Intelligent, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais en tout cas, il gère un petit peu l'autonomie. Vous avez 10 heures, là, endurant, il me dit 11 heures. Là, par contre, il n'y a plus grand chose qui fonctionne. Vous avez des modes pour économiser de l'énergie que vous allez plus ou moins utiliser en fonction de vos besoins, mais c'est clair que si vous jouez beaucoup, ce genre de truc, vous allez forcément devoir charger votre appareil le soir. Même je pense
début de soirée, vous allez devoir le recharger, je pense. Voilà, c'est ce que j'ai constaté. Et là, on va regarder ma petite courbe, juste pour vous montrer un petit peu comment ça chute. Et ça, voilà, c'est depuis... ça, c'est pas forcément depuis le début du test. Hein. Là, il est quelle heure? Là, il est 21h42. Donc, c'est... Voilà, moi, j'ai commencé à peu près là. Donc, ça, c'est toute la durée du test. Donc, vous voyez, ça chute drastiquement. Et là, j'ai joué un petit peu à un jeu. Et ça, c'est de l'usage classique. Voilà. Donc, ça tombe par palier, mais ça tombe rapidement. Hein. Moi, j'ai commencé à utiliser l'appareil à 18h. Il était à 90%. Là, il est 21h et je suis à 45. Donc, bon. Moi, je trouve que c'est un peu rapide. Mais c'est assez classique. C'est hélas classique et vous aurez moins d'une journée si vous utilisez réellement beaucoup l'appareil. Voilà. Ça, on a fait le tour. Il y a juste ça, gestionnaire de permission, qui est une application qui est juste magique, je trouve. Qui peut être pénible, mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter d'une certaine façon. Mais vous avez... Alors, en fait, en 2 mots, cette application, elle vous permet de gérer les permissions qui sont accordées aux applications installées. Et indépendamment de donner plus ou moins de droits. Alors n'oubliez pas que si vous refusez d'accorder des droits à certaines applications, généralement elles vont pas fonctionner. Donc c'est à vous de voir, mais au moins vous êtes au courant. Et je vais vous faire une petite démo, si j'y arrive. Ouais, hop, allez, un petit Facebook. Bon voilà, là je suis logué, je lance Facebook. Alors normalement la première fois que vous la lancez, elle va vous proposer, elle va vous demander, il y a une pop-up qui va s'ouvrir, et moi j'ai déjà fait rejeter. Je lui ai déjà dit non, t'as pas le droit de me localiser. Du coup, normalement, quand je vais dans le lieu, eh bien, il n'est pas censé pouvoir me localiser. Et j'ai pas l'impression qu'il y arrive. Et en fait, il y a un truc à aller voir là. Donc, par exemple, vous êtes dans l'application ici. Vous avez les différents droits. 2 applications demandent la localisation. Facebook, Twitter. Twitter, j'ai accordé. Là, je peux dire, ok, allez, je t'accorde le droit de me localiser. Normalement, ça devrait l'aider. Voilà, bon. Tout de suite, il a réussi. Donc c'est le genre de truc. Il y a certaines applications, elles vont juste pas fonctionner. Typiquement, je sais pas, les applications qui utilisent vos contacts. Si vous refusez de lui donner accès aux contacts, je pense notamment, je sais pas, WhatsApp, une application comme ça va pas trop le faire. Après, c'est à vous de gérer. Là, par exemple, c'est pas trop idiot de dire non, je veux pas que Facebook me localise. Bon, bah pourquoi pas. Voilà, c'est une des possibilités. Vous pouvez faire d'autres choses aussi. Hein. Empêcher les applis de surveiller vos appels, empêcher des applis de prendre des photos en arrière-plan sans vous avertir. Donc si vous installez beaucoup d'applications sur le Play Store et que vous avez un peu peur des permissions, ben ça peut vous permettre un peu de savoir ce qui se passe. Mais encore une fois, n'oubliez pas que si vous accordez pas toutes les permissions aux applications, parfois, bah, du coup, elles vont mal fonctionner. Voilà, c'est à savoir. Voilà. On était dans gestion, donc ça c'est fini. On va aller dans config, on a la météo. Bon, petite application météo plutôt sympa. Lampe torche, calculatrice, dictaphone. Note, c'est très basique, c'est juste du note écrite. Studio vidéo, c'est des trucs qui est embarqué dans Android par défaut, DLNA. Radio FM, Polaris, composeur vocal, très bien. Bon, ça c'est voilà. Après, vous avez toutes les applications Google qui sont dans un dossier. Soit. Oh, il y a des trucs que j'ai oubliés. Il y a des trucs que j'ai oubliés parce que j'ai commencé par le navigateur. Alors excusez-moi, je sais exactement ce que j'ai oublié. Je vais terminer juste là-dedans, comme ça on a fini. Ouais, parler performance à la fin. Et bien entendu, on n'a pas parlé téléphonie et contact et saisie de texte. Ça c'est quand même bizarre de finir par ça. C'est pas grave. Vous commencez à taper un numéro, vous avez des propositions qui s'affichent, tout est bien présenté, c'est propre. Et hop, on rentre dans les contacts. On peut défiler de cette façon-là. Ça c'est l'écran classique de contact qui a été légèrement personnalisé, mais sans plus. Donc ça induit aussi le fait que quand vous rentrez dans les fiches, bah, vous n'avez pas beaucoup de données. Éventuellement Google+, si vous avez une synchronisation qui est mise en place, mais pas plus que ça. Voilà, vous appuyez là-dessus, vous avez les petites pop-up comme ça, les groupes et les favoris. Et ensuite, côté saisie de texte, alors ça c'est classique aussi, hein. Vous avez plein de messages qui s'accumulent de cette façon-là. C'est tout ici. Et côté saisie de texte, vous avez le mode de saisie, mode de saisie Huawei et le clavier AOSP de base d'Android, qui est celui-ci que vous connaissez, je pense. Donc on va s'attarder plutôt sur celui de Huawei, qui, je trouve, fait un clavier qui est relativement peu réussi esthétiquement et même en termes de fonctionnalité par rapport au reste. C'est un petit peu, je trouve qu'il y a vraiment il y a vraiment un fossé entre les deux, quoi. Mais c'est pas qu'il fonctionne pas très bien, mais je l'apprécie moyennement. Voilà, là par exemple, regardez,
configuration du mode de saisie. Alors j'ai fait quoi? Paramètres de saisie, je lui ai dit texte, saisie intuitive, mot suivant. Correction automatique. Ok, ça c'est pour les paramètres communs. Ensuite il y a chinois, j'ai pas coché. Entrée latin, je m'en fous. Saisie symbole, association, blablabla, ok, super. Paramètres du clavier, vibration, très bien. Écriture manuscrite, soit. Gestion des dictionnaires, mise à jour, j'ai mis à jour tous les dictionnaires en français, bon c'est déjà fait. Et ensuite je peux choisir les langues. Alors ce qui est assez marrant, c'est que l'anglais est sélectionné par défaut, vous pouvez même pas l'enlever, c'est la base quoi. Et si vous êtes français, vous avez quand même l'obligation d'avoir l'anglais qui est préenregistré. J'ai coché français, vous pouvez cocher plusieurs langues. Alors, quand vous êtes là-dedans, vous pouvez switcher entre deux mises en page, mise en place, disposition des caractères. Donc QWERTY ou AZERTY, vous êtes en AZERTY ici, et regardez, je vais taper, excusez-moi, salut, et j'ai aucune proposition qui s'affiche. Donc je sais pas si c'est un bug, s'il faut relancer le clavier, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais en tout cas là, voilà, moi j'ai pas les propositions qui s'affichent. Donc je comprends pas en fait ce qui se passe. Donc c'est peut-être un bug, vous l'aurez peut-être pas, ou peut-être c'est moi qui me suis trompé dans mes paramètres, peut-être, ça peut arriver. Et ça, je sais pas exactement d'où ça vient. Mais c'est pas un clavier que j'aime beaucoup. Même au-delà de ce truc-là, je le trouve pas très beau esthétiquement. J'ai vu des trucs qui sont un peu pénibles, comme... Alors je sais pas si ça va me le faire là, mais moi souvent... Non, là ça marche. Là, dans les messages, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça me le fait pas. Je vais essayer juste avec le navigateur pour voir. Donc là, je suis en QWERTY, ok. Donc qui est pas logique d'ailleurs, parce que j'avais dit que j'étais en AZERTY. Je ferme l'application, je ferme tout. Quand tu veux. Très bien, merci. Je relance le navigateur web, je l'appuie là-haut. Voilà, on est en QWERTY. Donc il y a certaines applications où il va dire non, t'es en QWERTY, c'est tout. Donc je peux pas me mettre en français en AZERTY. Donc ça, je sais pas pourquoi il me fait ça. Si vous n'aimez pas ce clavier, vous pouvez le changer comme d'habitude. SwiftKey, Swipe. D'autres claviers encore existent sur le marché qui vous permettront d'obtenir de meilleures expériences en saisie de texte. Pour finir les performances, un peu décevantes, comme vous pouvez le constater, 12 400 pour un gros quad-core, un quad-core tout court, moi je trouve ça un peu triste. Si on regarde les barres ici, on voit que mon appareil est en dessous d'un Galaxy Note 2, et en dessous d'une Nexus 7, et au niveau d'une Transformer Prime qui date de 1834, bon, un poil au-dessus d'un Note et bien en dessous d'un One quoi. On est quasiment à la moitié des perfs d'un One et il se fait complètement botter les fesses par un S4. Donc ça c'est ouais, ça c'est un peu étrange. Sincèrement, je comprends pas parce qu'on est en quad-core 1,5. Après, je m'y connais pas vraiment techniquement, je connais pas ce chipset. Même ça m'intéresse pas vraiment d'entrer dans les détails techniques parce que de toute façon, j'y comprendrai rien. Mais j'arrive pas à comprendre comment un quad-core 1,5 maison en plus, donc on a une super optimisation entre le hardware et le software, est incapable de délivrer plus de puissance. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que le P2 qui met en avant pour sa performance et puissance possède a priori le même processeur, ou au moins voilà le même chipset à peu de choses près, et derrière, s'il affiche de telles performances, en tout cas sur le papier, c'est pas glorieux quoi, pour un appareil qui est censé être avec ses performances. Donc là-dessus, moi je suis un peu dubitatif. J'ai vérifié aussi sur d'autres sites, d'autres reviews, et on a les mêmes scores. Donc non, je me trompe pas, c'est des scores de bench. Sur le P6, alors, qu'est-ce que ça signifie? Bah, en partie, ça signifie que vous allez avoir aussi en tout cas, on l'a vu dans l'interface, parfois ça manque un peu de fluidité. Vous l'avez pas forcément vu là, mais quand vous défilez entre les pages d'accueil, parfois c'est un petit peu lent, enfin c'est pas lent, mais il y a un léger, ça rame un tout petit peu. Mais c'est très subtil, mais c'est un peu énervant sur un terminal de ce type de gamme. Ça induit également que si vous voulez, si vous comptez garder longtemps cet appareil et faire fonctionner des jeux gourmands, bah, vous allez peut-être être un peu déçu quoi. Donc là j'ai lancé Riptide, qui est proposé par défaut. Je vais mettre un peu de son pour le plaisir des oreilles. Vous voyez là-haut, là, ça c'est des pubs Huawei. C'est parce que c'est une version spéciale pour Huawei. Je me demande d'ailleurs si elle n'est pas spécialement optimisée pour le P6. Donc, bon voilà, après j'ai essayé d'autres jeux. Je vais baisser le son. J'ai essayé d'autres jeux, ça tourne très bien actuellement. En fait, actuellement vous n'aurez pas de soucis pour faire tourner la majorité des jeux qui se trouvent actuellement dans le Play Store. Le seul truc, c'est qu'à long terme, j'ai peur que ça devienne un peu juste rapidement, quoi. Parce que...
parce que voilà, je sais plus comment on fait des figures à ce foutu jeu. Mais ça marche quand même bien, sinon c'est sympa. Mais ouais, sur le long terme, je pense que ça peut vous poser des problèmes. J'arrive pas à comprendre pourquoi on a des perfs aussi peu exemplaires, j'ai envie de dire, pour un appareil en plus avec un chipset maison. Désolé, je vois rien à travers la caméra. Enfin bon, ça c'était pour mon point. Allez, yay! Wouhou! Oh mon pauvre ami, non, je vais te laisser mourir. Ok. Sur ce, je pense qu'on a fini sur le P6. Alors, le P6, c'est un appareil malgré tout, hein, parce que là, je viens de finir sur les perfs, à râler un peu. C'est un terminal que je trouve vraiment bien pour son design. C'est un design très sympa. Dernier truc qui, à mon avis, fait quand même partie des perfs, c'est le fait qu'il chauffe beaucoup. Là, je pourrais peut-être faire cuire un œuf sur cette surface ici, peut-être non, quand même pas. Mais franchement, ouais, c'est de l'alu et il chauffe vraiment. Et ce qu'il y a, c'est qu'il chauffe rapidement. C'est ok qu'il chauffe sur la durée. Là, j'ai fait tourner des jeux, des machins, c'est normal. Mais il chauffe rapidement. Je l'utilise, je prends 2-3 photos, je fais des trucs qui sont pas très gourmands et très rapidement, on va se retrouver à chauffer, chauffer, chauffer. C'est pas ultra gênant, mais pour avoir utilisé beaucoup un Xperia Z qui lui aussi chauffe beaucoup, au bout d'un moment, sincèrement, quand vous l'utilisez, vous téléphonez, ça chauffe au niveau de l'oreille, c'est vraiment pas agréable. Là, ici, ouais, si c'est chaud ici, c'est beaucoup plus chaud derrière, mais c'est chaud quand même ici, donc ça me déçoit un peu. Je sais que les terminaux alu, ça fait vachement circuler la chaleur, etc. Et bon, c'est un des défauts, mais là, en l'occurrence, il chauffe vraiment bien, et c'est un truc qui me dérange. Donc voilà, si je devais résumer, exceptionnellement, on va commencer par les points négatifs. Alors, première chose, il chauffe, c'est dommage. Les perfs sont pas excellentes malgré ce qu'on voit sur le papier. Je m'attendais à mieux, je suis un peu déçu, même si au final ça reste un quad-core. Et donc vous ferez tourner des jeux gourmands, il n'y a pas de souci, mais sur le long terme, j'ai peur que ça pose problème. Il y a la mémoire embarquée qui je trouve est un petit peu abusée, 8 Go, ça donne 4,7. 4,7, vous savez, vous prenez 2-3 vidéos en HD, vous mettez 2-3 jeux, ça va super vite. Donc la micro SD deviendra à mon avis rapidement indispensable. Et ça c'est les 3 points. Et puis l'autonomie qui est pas forcément géniale. Bon, c'est pas en soi un point négatif je pense, parce que ça rentre dans la moyenne. C'est moyenne moins, voilà, c'est un peu en dessous de la moyenne générale actuellement sur les terminaux de ce type de gamme. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus un gros point un peu négatif. C'est juste un peu dommage, voilà. Après, côté point positif, son prix qui à mon avis est pas extrêmement élevé. Alors certes, maintenant que je viens de commencer par les points négatifs, vous allez me dire mais non, ça vaut pas 400 €, mais je trouve que pour la prestation générale, un appareil photo qui est quand même plutôt performant, un design qui est franchement très chouette, hein. Moi ça c'est le point central de cet appareil, pour moi c'est le design. Prise en main, design, un bel écran, ça c'est top. Il y a quand même un effort conséquent qui a été fait là-dessus. Il est hyper fin, très léger, aluminium, finition magnifique. Enfin, ouais, bon, c'est des finitions qu'on aime trouver sur des appareils de ce type de gamme et qu'on aimerait trouver sur du haut de gamme en fait. Donc ça c'est bien, l'écran est top. Deuxième point négatif, enfin autre point négatif dont j'ai pas parlé, mais ouais, il fait pas H+, au moins ça c'est dommage. Et bon, pas 4G, ok, mais pas H+, ça c'est un peu dommage. Point positif par contre, bah l'interface quoi, toute l'interface, toutes les fonctionnalités intégrées, c'est vraiment c'est top quoi. On a de la personnalisation, l'interface est jolie, vous avez des thèmes, vous avez plein d'applications qui ont été personnalisées par Huawei mais bien, donc c'est bien fait. Et ça c'est important parce qu'il y a des surcouches qui passent mal, et celle-là moi je trouve qu'elle fait partie de celles qui sont bien faites. Ouais, ça je pense c'est le point central aussi avec le design. Donc c'est un terminal élégant mais qui manque un peu de performance, un peu de mémoire aussi, et un petit peu d'autonomie. Voilà, et c'est tout ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le P6 à 380-400 € nu à peu près. Je sais pas encore avec forfait ce que ça donnera, on verra ça bientôt hein, quand il sortira chez les opérateurs. Voilà, ça c'était pour notre petit test du P6. Si vous avez des questions sur l'appareil, n'hésitez pas, et moi je vous dis à bientôt.